Règle de l'art de l'installation d'une pompe. J'espère que ça va vous inspirer. Toujours pareil par rapport à tout à l'heure. Le principe, notre pompe c'est une machine tournante, obligatoirement. Une partie fixe, une partie mobile. Et la problématique c'est essentiellement la partie mobile de la pompe. Donc cette partie-là où il y a deux paliers. Et pourquoi c'est une problématique? Tous les efforts qu'on va concentrer sur la pompe, qu'ils soient mécaniques ou hydrauliques, vont venir se concentrer sur la partie du palier, sur le pivot de la machine tournante. Qui dit se concentrer ici, bon, c'est des efforts qui vont être non supportés par la taille ou le dimensionnement des roulements, où ça va être, et c'est le sujet qu'on va aborder le plus, un défaut de coaxialité de la liaison pivot qui va générer une certaine contrainte sur l'arbre, sur la roue, éventuellement par le corps de pompe, sur le corps de pompe ou via le corps de pompe. En image, vous avez la pompe, éventuellement un défaut de coaxialité dû à des contraintes excessives, et votre arbre qui va avoir cette forme-là. Il faut le comprendre, il faut le savoir, il faut l'intégrer. Et c'est la problématique de la machine tournante. Et c'est pour ça qu'une machine tournante, c'est pas quelque chose d'inerte, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui vit. Pour moi, c'est la définition de la machine tournante. Dans un groupe motopompe, au niveau du moteur, quelle est sa liaison avec l'extérieur? On prend l'entité moteur, quelle liaison il a avec l'extérieur? Hein? Oui, l'énergie électrique, mais on va essayer de parler de mécanique, pas d'électricité pour l'instant. Mécaniquement. L'électricité ne va pas déformer un arbre. Il est relié avec l'arbre. Il est relié avec l'arbre, ici. Quoi d'autre? On va dire qu'il est relié par l'accouplement à l'extérieur. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le support, la fixation, les points d'ancrage. En règle générale, le moteur, ce n'est pas celui qui subit le plus d'efforts, parce qu'il est fixé sur un châssis. Le châssis est normalement plan, et à part d'avoir un pied boiteux, ce qui arrive de temps en temps, mais le moteur n'est pas forcément le point d'entrée ou la pièce qui va subir le plus d'efforts mécaniques. La pompe maintenant. On fait la même analyse, il y a quoi? Support, accouplement, et quoi d'autre? Une roue, une volute. La volute plutôt, parce que la roue, c'est le mobile, elle n'a rien à voir avec l'extérieur, a priori. Les brides d'aspiration, brides de refoulement. Et là, vous avez un ensemble mécanique, une tuyauterie qui est fixée ici, une tuyauterie qui est fixée ici. Et c'est juste pour vous amener à penser, à réfléchir, qu'il y a beaucoup plus d'éléments sur la pompe que sur le moteur qui peuvent interagir sur la partie, on va dire la machine tournante. D'accord? La sensibilité de cette machine-là, elle réside dans la liaison pivot qui est ici. Et je ne voudrais pas avoir cette déformation de l'arbre à ce niveau-là. Pour ne pas l'avoir, et pourquoi il y aurait une déformation comme ça à ce niveau-là? Des contraintes extérieures, des contraintes sur les brides, éventuellement des contraintes sur un mauvais lignage ou un mauvais axage de la pompe dû au support. Des fois, il y a les 4. 1, 2, 3, 4, 5.
Donc la structure, elle est importante. Parce qu'on va générer des déformations. Si vous avez des contraintes sur la volute, vous allez avoir un genre de torsion sur la volute qui va désaligner la ligne d'arbre. Première chose. Donc contrainte de l'arbre. Contrainte sur les paliers, sur les roulements. Évidemment, si votre arbre est en banane, vos roulements ils vont être plus sollicités que normalement. Le fait d'avoir ces trois éléments, vous allez réaliser des réductions de jeu hydraulique. Le jeu hydraulique, si votre arbre elle est en banane, votre roue elle va venir lécher, voire toucher, voire bloquer votre mobile dans les jeux hydrauliques de la volute. Jeu hydraulique entre roue et volute. En moyenne 3/10 au diamètre. Une feuille de papier à cigarette. Donc c'est pas grand chose. Et toutes ces contraintes vont forcément générer à un moment ou à un autre un désalignement. Donc vous allez être obligé de vérifier votre lignage de façon régulière. Et si votre lignage n'est pas bon, vous allez à nouveau faire des contraintes d'arbres. Un arbre qui tourne en banane, c'est un arbre qui va rompre à un moment ou à un autre. Donc tout est un petit peu entremêlé et lié. Il faut en avoir conscience. On parle des conséquences. Blocage mécanique, rupture d'arbre. Quand vous avez un arbre qui tourne comme ça, à la force, sur le temps, vous allez avoir une fatigue mécanique. Et la fatigue mécanique va engendrer une rupture. Donc rupture d'arbre. Casse des paliers. Évidemment, si votre arbre il tourne comme ça, vos paliers derrière, ils vont tourner aussi comme ça. Les paliers ne vont pas tenir longtemps. L'accouplement, si vos deux arbres sont décalés et que ça tourne comme ça, votre accouplement, il va casser. C'est le principal défaut d'accouplement. Il n'y a pas de défaut mécanique ou très rarement. Si vos taquets d'accouplement sont complètement usés ou si vos doigts d'accouplement sont cassés, il y a un défaut de lignage. Et le défaut de lignage, il n'est pas dû à KSB. Il est bien dû à un problème sur votre installation ou le lignage qui n'a pas été fait à l'origine. Les vibrations, toujours pareil, si votre arbre il tourne en patate, ça va générer des vibrations sur votre matériel. Du bruit, bien sûr, l'usure prématurée de votre pompe. Les préconisations. En premier lieu, on va se concentrer sur le châssis. Le châssis doit être installé comment? Pardon? J'ai entendu. De niveau. De niveau. Pourquoi de niveau? Pour que la pompe soit bien droite, mais il faut aller un petit peu plus loin dans l'analyse. C'est exactement ça. Hein. Ouais. Et pourquoi elle forcerait si elle n'est pas installée de niveau? Alors je pense que tu as la bonne explication, mais tu n'as pas les bons termes pour le définir. C'est une question de centre de gravité. Une pompe, mécaniquement, elle est conçue pour avoir un centre de gravité qui soit fixe. Alors l'exemple n'est peut-être pas forcément le meilleur sur celle-là, mais ça rentre quand même dans ces choses-là. C'est plutôt sur les multicellulaires verticales, où le moteur est monté verticalement au-dessus de l'hydraulique. Et si votre pompe elle est montée en biais, ça arrive souvent, votre axe, j'exagère, il est oblique, et votre centre de gravité, il est droit. Vous allez avoir des contraintes sur la bride, sur le socle de pompe, vous allez avoir une hydraulique qui va être tout simplement déséquilibrée. Vibration, des contraintes mécaniques, bien évidemment, etc. Donc, le niveau doit être parfait. Parfaitement de niveau. Là, on voit qu'on a maçonné le châssis. Pourquoi on maçonnerait le châssis? Pourquoi on préconise
le maçonnage du châssis. Ça amène... Pardon? Très bien. Très bien, très bien. Massique, mais c'est peut-être marqué. Bon, c'est bon. Il faut qu'il soit massique et non déformable. Pourquoi on fait des châssis déformables? Vous allez me dire, vous êtes con. Le principe, c'est justement de faire comme ça. Ça coûte très cher. Un châssis fonte, aujourd'hui, ça existait dans le temps. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. On fait des économies d'énergie et aussi des économies de matière, de masse. Et du coup, on va privilégier des châssis métallo-soudés. Métallo-soudé, c'est jamais parfaitement nickel. C'est pas possible. D'accord? Alors, le principe, c'est on fait un châssis métallo-soudé et on va le remplir pour le rendre rigide. Mais pas que. Le principe de le rendre massique, c'est quoi? Diminuer les vibrations. Et pourquoi? Bonne réponse. Mais pourquoi? Pardon? Pour ne pas créer des défauts dans la pompe. Ah ben, les vibrations ont une conséquence. Oui, oui. Alors, mais qu'est-ce qu'on va chercher par... Oui, mais qu'est-ce qu'on va chercher? On tourne autour du pot, il suffit juste d'utiliser le bon terme. Le bon terme, quand on veut chercher quelque chose, enfin, on va chercher quelque chose de massique, on va mettre une grosse masse sous la pompe, ça va attirer les vibrations, oui, mais en réalité, en fait, on modifie l'emplacement du centre de gravité. C'est-à-dire que le centre de gravité, au lieu qu'il soit centré sur la partie mobile, on l'enlève de la pompe. Et plus la masse est importante en bas, plus ce poids-là sera négligeable dans l'ensemble, plus on va exporter, on va dire, les résonances mécaniques dans le châssis et les noyer dans le châssis. Et du coup, elles n'auront plus aucun effet sur la partie mécanique de la pompe. Voilà. Donc le but, c'est vraiment d'éloigner le centre de gravité. Alors, aujourd'hui, la plupart des installations, on se contente de maçonner le châssis, puis on le pose sur une dalle. Il y a 30 ou 40 ans, cet ensemble-là, le même, il était posé sur un massif de fondation, un cube, et ce cube avait une dimension entre 2 et 5 fois le poids de la pompe, en termes de masse. 2 à 5 fois le poids de la pompe. Et du coup, le massif faisait vraiment partie de l'ensemble du groupe motopompe. Il en faisait partie, c'est comme si c'était la même pièce, sauf que il n'y avait plus du tout les vibrations, elles étaient noyées complètement dans la masse. Tout ça en déplaçant le centre de gravité, donc très important. Alors évidemment, deux niveaux, côté massique, déplacement du centre de gravité dans un endroit où il n'y a pas de mécanique, comme ça on est peinard. Le supportage des tuyauteries. Dans nos notices techniques, il est écrit « La pompe ne doit pas servir de point d'appui aux tuyauteries. Celles-ci doivent être soutenues au plus près des brides de pompe. » Le nombre de supports, évidemment, calculé en fonction de ce qu'il a à soutenir. Or, dans les tuyauteries, c'est simple, vous avez plusieurs critères. Il y a le poids propre des tuyauteries. Il faut bien imaginer que des tuyauteries en acier et des tuyauteries en inox, ça n'a pas le même poids. Vous allez dire peut-être que l'inox est même négligeable en termes de poids parce que c'est léger. Bon, après, ça dépend de la section. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le poids des accessoires. Quand vous avez des vannes en DN 200 ou 300, en fonte, c'est 50 à 100 kg pièce. Vous avez des clapets, vous avez des filtres. Et tout ça pendu au bout des tuyaux. Le poids du liquide, non négligeable. Quand une tuyauterie en DN 200 est remplie de liquide sur 6-7 mètres, vous pouvez avoir 2-3 mètres cubes d'eau sans aucun problème. Ça a un poids, une charge, une masse. Et quelque chose qui est souvent négligé par vous, industriels, c'est les poussées hydrauliques.
Une pompe qui met en mouvement du liquide dans une canalisation, bah forcément le mouvement du liquide entraîne, imaginez un tsunami, le liquide il avance, il rase tout sur son passage. Bon là en plus on le canalise dans une tuyauterie. Donc à chaque changement de direction, on vient fracasser le liquide contre le coude ou l'Y, ou même une tôle de fond si c'est un collecteur. Et forcément, il y a un effet mécanique obligatoire. Il faut le compenser. Il faut buter les tuyauteries, les empêcher de bouger. Le but de tout ça, le but du supportage des tuyauteries, c'est quoi? Éviter les fuites? Non. Les fuites n'ont rien à voir là-dedans. Mécanique. Des efforts sur la pompe, efforts sur les brides de pompe. Et quand vous avez des poussées hydrauliques sur une bride de pompe que vous ne contrôlez pas ou contrôlez mal, qu'est-ce qui se passe? La bride, la bride, elle se sauve. Vous pouvez être amené à casser des brides. Moi, j'ai vu des volutes coupées en deux. Pensez à des coups de bélier. Les coups de bélier, pour ceux qui connaissent, je pourrais peut-être en parler si on a le temps. Un coup de bélier, c'est une veine d'eau qui arrive contre le clapet. Vous entendez le clapet taper un gros coup, c'est un coup de bélier. Bon, si le clapet il tape, la masse du liquide en mouvement qui arrive frapper contre le clapet, elle est puissante. Il y a plein d'élèves, alors ils ont fait des calculs, ils ont fait de la méca. Et des efforts, c'est quoi une force? Ah, vous le savez. Alors, non, mécanique. Vous faites des moments du couple. Alors, dites, voir, quelque chose de simple, les torseurs. On travaille dans un axe et pas de torseur. Mais un torseur, vous en calculez normalement. Un petit peu? Pas encore. Alors de façon simple, on ne parle plus de torseur. En déca-newton. Alors, aidez-moi à la formuler précisément. Non, calcul de force. Oui, un poids sur une distance. Quand vous faites une tuyauterie, vous avez la distance, vous la remplissez d'eau, vous avez des accessoires, vous avez un poids. Ça vous fait un bras de levier. Si vos supportages sont mal positionnés, je prends l'exemple, je vous ai demandé tout à l'heure de dire un support en entrée de pompe, au plus près de la bride de pompe, mais si vous mettez qu'un support, point fixe, il se transforme en quoi? Est-ce que c'est un point fixe sur votre tuyauterie? Votre tuyauterie, un support. Vous avez une distance et un bras de levier. Est-ce que ce point fixe, il reste point fixe? C'est un pivot. Et du coup, la force appliquée à la bride de pompe, elle est colossale. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter que ce point fixe se transforme en pivot? Il faut en mettre plus, au moins un deuxième. C'est de l'isostatisme, ça, je crois. Mes cours de méca sont loin, hein. Mais en tout cas, ce qu'il faut penser, c'est que le point fixe sur une pompe, il peut se transformer en point pivot. Et le point pivot, force par une distance, vous pouvez faire l'essai dans une usine. Souvent, on se sert comme marchepied des tuyauteries. Quand vous montez sur les tuyauteries, si vous faites tourner la pompe, s'il y a quelqu'un qui va faire tourner la pompe à ce moment-là, il y a de grandes chances qu'elle bloque. Et le marchepied, ça marche toujours, hein, on le rencontre souvent. Donc pensez que quand on rajoute ne serait-ce que 80 kg déportés par rapport au point fixe, on arrive à déformer la partie fixe de votre pompe.
Et on arrive au blocage parce qu'on fait une réduction du jeu hydraulique. Donc on va venir toucher, en déformant la volute, on va venir toucher la partie mobile au niveau du jeu hydraulique. D'où l'intérêt de bien poser ou de bien positionner des supportages. Donc les conséquences d'un mauvais supportage, on est toujours sur les mêmes choses, blocage, rupture, casse des paliers, casse de l'accouplement, vibration, bruit, usure prématurée de la pompe. On en revient toujours à la même chose. Les poussies hydrauliques, on a des abacs qui nous permettent de les calculer, en tout cas de s'approcher d'une réalité. Il faut bien penser que les tuyauteries, elles doivent être butées pour pas qu'elles bougent. Vous contrôlez pas si bien que ça quand on arrive sur un changement de direction brusque. On va dire l'hydraulique se fracasse dans la partie, dans le coude, dans la plaque pleine ou dans tout un tas d'autres éléments singuliers. Donc il faut quand même les anticiper et imaginer de générer des butées mécaniques pour compenser ces poussies hydrauliques qui peuvent faire se sauver les tuyauteries. Je pense à une intervention que j'ai faite au stade de foot de Nice, dans la chaufferie du stade de foot du Nice. Les supports, c'était simple, ils avaient fait les choses simples, ils ont suspendu par des tiges filetées, facile à faire, hein, un spit au plafond, une tige filetée et un collier, et voilà, c'était des DN entre 200 et 300 mm. À l'arrêt de la pompe, la tuyauterie bougeait, elle était pendulaire comme ça, de l'ordre de 10 cm. Juste à l'arrêt de la pompe, donc juste sur des effets de mouvement de liquide et d'hydraulique. Vous imaginez bien que les volutes, c'est là où j'ai rencontré les volutes qui ont été cassées en deux. Ne pas les négliger, j'ai des abacs pour nous permettre de les calculer, ou en tout cas de nous approcher de la réalité. Moi, ce que j'essaye juste de vous faire, c'est sensibiliser aux problématiques d'installation que l'on rencontre sur le terrain. Il faut juste savoir que les poussées hydrauliques sont proportionnelles à la pression. Donc plus la pompe monte en pression, plus il y a de poussées. Et ça va très vite. Donc en gros, pour vous donner un ordre d'idée, quand la pompe est monocellulaire, qui sait la différence entre monocellulaire et multicellulaire? Monocellulaire, une seule roue. Multicellulaire, très bien, formidable. Vous suivez bien. Formidable. Et monocellulaire, la pression est basse ou élevée? Bien. Multicellulaire, élevée. Donc plus on a de roues, plus on aura de pression, plus les poussées seront importantes. Sur certaines installations où on a des énormes longueurs de tuyauterie, je pense à de l'irrigation essentiellement, dans le sud on en a beaucoup, il y a carrément les tuyauteries, les collecteurs sont pris dans des massifs bétonnés, directement, au niveau des coudes. C'est-à-dire qu'à l'aspiration et au refoulement, les coudes ils sont positionnés dans un massif en béton. Justement, sur cette photo, on peut commenter précisément la solution qui a été mise en place? Alors la solution qui a été préconisée par l'usine, c'est de gérer un support spécifique au niveau du coude pour éviter au coude. La force, elle va plutôt dans ce sens-là, et on a cherché à buter mécaniquement ici. Alors, non, là, elle n'existe pas. Là, c'était vraiment le cas concret où il n'y avait rien de prévu, et on a bloqué mécaniquement la pompe. Et sur une multicellulaire, un blocage mécanique, ça entraîne beaucoup de dégâts. Déjà parce que c'est des pompes qui coûtent plus cher que les autres. Il y a une ligne d'arbre, il y a un empilage.
Et souvent, quand c'est bloqué, c'est rarement les extrémités, enfin ça bloque un petit peu et tout. Et après, c'est indémontable, donc il y a beaucoup de dégâts, il y a beaucoup de temps, et souvent l'intervention coûte plus cher que le matériel. En tout cas, ça chiffre très très vite. Donc on est très très sensible à ça. Si ça vous intéresse, on a écrit des fiches techniques sur différents sujets que je peux vous communiquer. On a parlé des tuyauteries, on va venir sur l'accostage des tuyauteries. L'accostage des tuyauteries, c'est la fixation des tuyauteries sur les brides de pompe. Donc bride, c'est normé. Il y a une norme qui régit ça. Et très souvent sur les mises en service, nous, on fait refaire la mise en service parce que le principe de base, nos techniciens chez KSB en l'occurrence, quand on arrive sur une chaufferie, essentiellement c'est là où on nous sollicite pour faire des mises en service, obligatoirement on enlève l'eau de la pompe, on débride et on regarde comment se comportent les tuyauteries. Et on regarde si on respecte les règles. S'il y a du pincement, forcément, on va venir tirer sur les brides de pompe, il va y avoir une contrainte. Si la distance n'est pas respectée, la distance entre brides, une épaisseur de joint plus 1 mm, si la coaxialité des brides n'est pas respectée, on va générer des efforts. Si c'est de l'inox, évidemment que c'est moins embêtant que si c'est de l'acier ou de la fonte. N'empêche qu'on le vérifie systématiquement par le démontage de la bride au moment de la mise en service. Et à mon sens, ça devrait être obligatoire. Dilatation thermique. La dilatation thermique, les tuyauteries se comportent en fonction de la température. Comment? Qu'est-ce qu'on appelle dilatation? Déformation. On va allonger la tuyauterie. Et elle s'allongera toujours dans le sens de la tuyauterie. En tout cas, dans l'autre, ça sera négligeable, mais on va, et ça peut aller de quelques dixièmes à plusieurs centimètres, et des fois dizaines de centimètres. Évidemment, ça dépend des matériaux qu'on utilise. L'inox, l'acier, le cuivre ne se déformera pas de la même façon. D'accord? Donc il y a des abacs qui nous donnent. Cela implique quoi? Qu'il ne faut pas venir déjà pousser sur la pompe. Donc le point fixe au niveau de la pompe est indispensable. Sur des installations de chaufferie, aujourd'hui, ici, ils mettent souvent des boîtes à ressorts. Boîte à ressorts, pour moi, rien à foutre ici. Enfin, elle a vraiment aucune utilité ici. La boîte à ressorts, c'est sous plafond pour tenir une structure. Pourquoi une boîte à ressorts? Une boîte à ressorts, c'est un support à ressort qui prend en compte la dilatation. Et pourquoi la boîte à ressorts? Aucun intérêt pour moi ici. J'en ai parlé tout à l'heure, ceux qui ont suivi. Mais il ne faut pas que ça bouge, justement. Oui, il ne faut pas que ça bouge, justement. Donc, la boîte à ressorts, elle a quel effet sur ce point-là? Déformation. Pivot. Pivot. Et on ne veut pas de pivot sur la bride de pompe. Pour les mêmes problématiques qu'avant. Donc, en général, on fait des points glissants. Le deuxième point est un point glissant. Donc, on met un point fixe pour bloquer la tuyauterie dans sa position. Et on va l'autoriser à dilater dans le sens que l'on maîtrise. La boîte à ressorts, elle vient après. Mais il faut permettre de dilater. Autrement, on va venir pousser sur la pompe et contraindre la pompe. Pas bon. Le lignage de la pompe. Est-ce que le lignage est fait d'origine chez KSB? Alors, développe. Oui. Et est-ce qu'il est fait et on ne le touche plus, c'est fini? Voilà. Et pourquoi on le touche? Il faudrait qu'on le retouche une fois qu'on a livré la pompe. Justement, quel est le sol que tu vas poser sur tes Oui. massifs Et avant le sol? Et avant le sol, il y a quoi?
l'installation où elle va être posée par rapport au centre de gravité. Et je vais t'aider, il y a le transport. Ah oui, le Déjà, rien que le transport va désaligner la pompe. c'est vrai. Après, on va l'installer. Est-ce qu'elle va être bien installée? J'en sais rien. Après, on va fixer les tuyauteries sur la pompe. Après, on va remplir, on va mettre de l'eau dans les tuyauteries, on va amener du poids, on va la mettre dans les conditions d'utilisation. Ben, c'est dans les conditions d'utilisation qu'il faut régler le lignage. Je vous en parle, hein, mais c'est encore une question régulière de gros clients qui disent « Mais pourquoi la pompe, elle n'est pas alignée en usine chez KSB ?» On me le cite quasiment une fois par mois sur un problème de casse d'accouplement. On vient me solliciter sur le sujet. Donc, le lignage est à faire systématiquement dans les conditions d'utilisation. Ce qui implique que quand vous êtes sur des fluides thermiques, les conditions d'utilisation, ils sont quand? Ben, quand on est à la température du fluide thermique, la température d'utilisation du fluide thermique. Alors, évidemment, pour monter en température le fluide thermique, il faut faire tourner la pompe. Là commence la difficulté. Donc le lignage, il vaut mieux en faire en réalité deux. J'aurais tendance à dire en réalité, on n'en fait qu'un, mais on fait un premier lignage où on anticipe la dilatation thermique de quelques dixièmes au niveau de l'axe. On sait le faire, on sait les calculer, nos techniciens savent le faire. On anticipe, on fait le lignage pour qu'on puisse faire tourner la pompe tranquillement pour faire monter en température le liquide dans l'installation. Et une fois qu'on a fait monter la température dans l'installation, on arrête la pompe et on va contrôler le lignage dans les conditions d'utilisation. Des préconisations d'ordre hydraulique. Le clapet. Le clapet, à quoi sert un clapet? À quoi sert un clapet? Ça ouvre un circuit. Ou ça ferme un circuit. Et quel est l'intérêt pour nous du clapet sur une installation? Parce que ouvrir le circuit, à la limite, vous avez des vannes. Ça ouvre que dans un sens, oui. Mais à la limite, il y a des... ouais, bon, ok, on va... Mais si la pompe tourne, normalement, elle pousse que dans un sens. Donc, ça peut être fermé. À l'extrémité, ça peut être bouché. Ça peut être bouché, mais là, ça fait comme une vanne. Donc le clapet, en plus, il s'ouvre dans le sens de circulation. Donc, alors, quelle est l'utilité du clapet? Il y en a quasiment toujours un dans une pompe. En tout cas, sur l'installation de la pompe. Sécurité. Oui, en quelque sorte. Apparemment, 5 minutes. Oui, en quelque sorte. Sécurité. Pourquoi sécurité? Alors, je vais vous aider, on est pris un peu par le temps. On doit maintenir la colonne d'eau dans les tuyauteries. Pourquoi on doit maintenir la colonne d'eau dans les tuyauteries? Parce que démarrer sans eau, une pompe pour pousser l'eau dans la tuyauterie, ça voudrait la faire tourner À sec. à sec dans un premier temps, mais surtout complètement hors courbe au moment du démarrage. Parce qu'il faut remplir la tuyauterie. Donc le temps qu'elle la remplisse, la pompe, elle gave, elle tourne complètement à droite, complètement hors courbe, dans des conditions épouvantables. Donc on maintient la colonne d'eau pour que quand elle démarre, elle ait de l'eau à disposition. Elle n'a pas à charger l'installation en eau. Un clapet, c'est ouvert ou fermé. C'est tout ou rien. Il est ouvert ou il est fermé. Zone transitoire à proscrire. Pourquoi proscrire? Parce que justement, on a besoin de l'eau pour faire démarrer la pompe. Oui, mais à la limite, s'il fait ça, on s'en fout, puisque la pompe est en mouvement, il s'est ouvert, et puis, ma foi, ça roule. Mais le fait de faire ça, est-ce qu'il est fait pour ça? Non. Et il n'est pas fait pour ça à quel niveau? Mécaniquement. Il y a un axe,
Il n'est pas monté sur roulement, il n'a pas pour vocation de faire ça. Donc s'il fait ça, au bout d'un moment, il casse, il est mort, les étanchéités se font plus, il ne maintient plus la colonne d'eau. Donc tout ça pour vous dire qu'un clapet, il doit être dimensionné correctement. Et un clapet, le fournisseur de clapet, le constructeur de clapet, doit vous fournir la bac caractéristique de votre clapet. Le clapet, il doit être dimensionné en fonction d'un DN. Et en fonction d'un DN, on va avoir une zone d'utilisation du clapet. Si le clapet, il est hors courbe, il est hors sélection de pompe, votre clapet, il est nul. Ça ne marche pas. Vous avez trop de perte de charge. Il a du mal à ouvrir. Il s'ouvre mal. Il bat. Il fait des bruits de clapet. On l'entend souvent, les bruits de clapet sur l'installation. En général, un clapet, au refoulement, vous avez un diamètre de bride. Votre clapet, allez, à expérience, il doit être dimensionné grosso modo une taille au-dessus de la bride. Peut-être des fois 2 tailles, mais au-delà, c'est pas normal. Vous allez regarder la bac, vous êtes sûr que vous êtes dans les choux. Donc, diamètre d'utilisation, ça vous donne une courbe, plage de fonctionnement en termes de débit. La zone en pointillé, là c'est un clapet Socla de type 302. Donc 302, c'est souvent utilisé sur des clapets à l'aspiration, des clapets de pied. Mais il y a un type de clapet en fonction d'une utilisation donnée. Alors le type de clapet, c'est clapet simple battant, double battant, à boule, à membrane. Enfin, il en existe un certain nombre. Donc vous allez l'adapter à votre process, ici. Le diamètre va vous donner la plage d'utilisation. Ça, c'est la zone d'ouverture. Jamais travailler dans la zone d'ouverture, c'est la zone transitoire. Et la plage en débit. Les pertes de charge, ma foi, quand vous aurez déterminé le bon clapet, vous aurez les pertes de charge que vous avez. Si vous avez trop de pertes de charge ou pas assez, vous changerez le type de clapet. Aujourd'hui, la plupart du temps, les clapets sont dimensionnés sur les tuyauteries. La tuyauterie elle est en 200, on met un clapet en 200. C'est une grosse connerie. Les règles de l'art de l'utilisation, de l'installation, amènent sur des profils aussi. Les profils sont importants. Il y a des vitesses d'écoulement de liquide dans la pompe. Si un coude est trop près, par exemple, d'une aspiration de pompe, si vous faites une tranche à ce niveau-là, les vitesses d'écoulement du fluide dans la tuyauterie ne seront pas linéaires. Plus élevées en sortie, plus petites dans le rayon. Ce qui implique que si votre pompe est tout de suite en entrée, vous allez avoir un déséquilibre hydraulique sur le nez de roue, sur la roue. La roue, elle ne va pas être gavée de façon homogène. C'est-à-dire que votre roue, elle va tourner comme ça. Vibration, bruit, peut-être cavitation ou aération. Donc, tout le temps, normalement, mais ça, c'est les règles de l'art qui le disent, c'est de moins en moins le cas parce que les stations sont de plus en plus petites et il faut faire rentrer le matériel dans un espace confiné, donc ça devient compliqué. Mais 2D, 3D, c'est en général le minimum, donc c'est 2 fois le diamètre en longueur, ou 3 fois le diamètre en longueur, c'est le minimum en amont et en aval de toute singularité. Singularité, ça peut être une vanne, un clapet, un coude, un changement de direction donné. On va stabiliser le liquide pour l'équilibrer dans les tuyauteries correctement, générer moins de bruit et pas de déséquilibre hydraulique. Donc, ça, très important. Après, vous avez cône convergent d'aspiration asymétrique. Pourquoi on montrait des convergents asymétriques à l'aspiration? Quel est l'intérêt? Alors, pas du tout. Pas du tout.
l'explication, vous l'avez ici, c'est que ça fait un point haut et vous avez une poche d'air. Et cette poche d'air n'est jamais pompée par la pompe. Et elle peut grossir avec le temps et désamorcer la pompe. C'est-à-dire que tout l'espace qui est pris par l'air n'est pas pris par l'eau. Donc vous pouvez avoir une dégradation des caractéristiques hydrauliques due à une poche d'air dans votre installation. Donc ça, important, et c'est tout le temps à l'aspiration. La tangente droite doit être supérieure, évidemment, sur la partie haute de la pompe. Et l'angulation est importante pour passer d'un diamètre D à un gros diamètre. D'un petit diamètre au gros diamètre, il faut une angulation. Dans un divergent symétrique, donc souvent au refoulement de la pompe, pareil. Là, l'angulation, pour passer du gros diamètre au petit diamètre, doit être de l'ordre de 8 à 12 degrés. C'est plutôt, le liquide, il passe comme ça, et ça va plutôt être pour passer du petit au gros. Voilà. Mais c'est des préconisations qui sont normées, ça. Il y a une norme dessus. Voilà. Point de fonctionnement d'une pompe, important, calcul de la HMT. Tout à l'heure, j'ai parlé de la HMT, du point de fonctionnement. Donc, soit vous le calculez avec un ordinateur et vous allez calculer les pertes de charge de votre installation. Quand vous n'avez pas le moyen de le faire, vous pouvez les mesurer. Pour ça, impératif, mano, entrée, sortie. C'est la différence des deux pressions qui vont vous amener à faire votre calcul de HMT. Pas que, évidemment, vous avez un certain nombre de paramètres que j'ai listés ici qui vont vous amener. Mais déjà, pour vous donner un ordre d'idée, pression de refoulement moins pression d'aspiration, ça vous fait le delta P et ça vous donne la caractéristique approchée de la pompe. Si vous ne savez pas ce qui se passe à l'aspiration, votre HMT, ce n'est pas la peine de la calculer. La HMT, ce n'est pas l'image de ce qui se passe ici. En termes de maintenance, fiabilisation, donc 80% des problématiques de défaillance de pompe ne sont pas du tout liées à un problème de matériel, sont bien liées à un problème d'exploitation et d'installation. 80%, c'est énorme. Et bon, je vous ai montré un petit peu globalement tout ce qui pouvait amener à avoir des problématiques de fiabilisation sur vos trucs. Bon, ayez conscience que tout ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui sur les installations. Et déjà, si vous réglez point par point ces 4-5 problèmes, vous avez déjà, vous divisez, à mon avis, par 8 ou 9 vos problématiques et vous augmentez la durée de vie de votre matériel. Voilà. Toujours une courbe de Gauss, point de meilleur rendement, point contractuel vendu par KSB. Alors je parle de KSB, mais je pourrais parler des autres marques, c'est exactement pareil. Courbe de Gauss, optimisation mécanique de votre matériel. Aussitôt que vous vous éloignez à droite ou à gauche de la courbe, vous voyez comme ça chute, c'est les défauts qui arrivent, les problématiques qui arrivent. Et ça va très très vite. Ça va très très vite. Donc ça va, contrainte hydraulique, contrainte mécanique, environnement externe, les tuyauteries, les canalisations, la pollution. On voyait tout à l'heure avec un déséquilibre hydraulique, des vitesses non linéaires, des perturbations, un clapet qui bat, une vanne papillon où il y a une arme centrale qui déforme la veine du liquide. Bah derrière la vanne papillon, le liquide, il fait comme ça. Un changement de section brusque sur du PVC, par exemple, où on crée des tourbillons. Tout ça peut amener un certain nombre de pollutions, des contraintes d'exploitation, des contraintes de process, la vétusté du matériel, des usures, des jeux qui s'agrandissent parce que voilà, la pompe est vieille, donc on a des jeux extrêmes. Elle se comporte différemment. Voilà. J'ai fait le tour de ce que j'avais prévu de vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré.
Le problème de cavitation. Alors la cavitation, qu'est-ce que la cavitation pour vous? Alors la cavitation. Hein? Une aspiration trop forte? Non, pas forcément. Alors déjà, ça se traduit par quoi la cavitation? Des perturbations hydrauliques? Ah, j'aime bien le terme. Alors la vaporisation, c'est quoi? C'est le passage de l'état liquide à l'état gazeux. D'accord? Je suis d'accord avec toi. C'est très bien. C'est très bien. Donc la cavitation, à ne pas confondre avec l'aération, parce que les perturbations hydrauliques sont souvent dues à de l'aération, c'est-à-dire un apport de poche d'air ou d'air dedans. On va faire tourner le liquide et puis on va brasser et on va... La cavitation, c'est plutôt justement l'inverse, c'est on va enlever l'air de l'eau, l'eau c'est H2O, on va enlever l'air de l'eau et le phénomène du passage de l'air au gaz, de l'air au gaz, va générer des micro-explosions. C'est-à-dire ça va exploser et c'est ça qui va venir ronger la métallurgie des pompes. Et ça peut être très... Alors la cavitation, sur une courbe de pompe qui est comme ça, la cavitation, elle peut se produire en bout de courbe, mais elle peut aussi être ici. Vous pouvez dire ce que c'est le pourcentage de flow, c'est le débit. Alors je suis très mauvais, en... Qu'est-ce qui rapporte plus? Pardon? Sur votre courbe là, sur XY, qu'est-ce qui... Alors, excusez-moi, oui. Flow, débit. Id, c'est la pression. Toujours, pression QH. En France, c'est le QH. QH. Voilà. Et quand on est à droite de courbe, on n'a pas de débit, moins de débit. Donc à faible débit et haute pression, on risque la cavitation. Oui. Et la cavitation, elle se traduit par une température, c'est-à-dire pression-température. On peut avoir un effet de changement d'état. C'est pour ça qu'elle peut se produire à n'importe quelle pression et à n'importe quel débit. Alors, la cavitation à basse pression, ok, mais à haute pression, c'est ça que je comprends pas bien. Alors, je vais essayer de vous trouver le document pour vous l'expliquer. Mais la pression est directement liée, le changement d'état est directement lié à la pression. Donc à tout moment, on peut avoir un état qui va faire changer la pression. Donc il y a la température et la pression. Donc à une température donnée et à une pression donnée, on peut avoir ce changement d'état. Donc en réalité, il peut avoir lieu sur toute la courbe de la pompe.